Voilà, encore un peu. Voilà, comme ça. Voilà. Ah oui, merci. Je vais chercher ma ordinateur. Bonjour Alex. Ça va? Tu vas bien Alex? Et toi? Alhamdoulilah. Et Philippe? Ça va? Tu as bien dormi? Ouais, très bien. À 35 ans, vous commencez à vous baffer comme ça, vous allez voir, 61 ans comme moi. Fais attention à la ligne, là. Enfin. Mais je n'ai pas de volonté pour ça. Ouais. Et madame, elle gère la chose, madame? Ah oui, tant bien que mal, je suis crevé du matin au soir. Vous aussi? Ouais. Pourquoi? Pourquoi je suis crevé? Oui. Moi, je sais pas. Non, non, mais on fait avec, il faut se discipliner. J'ai un peu d'années de plus que vous, hein. Donc il faut quand même que je gère la chose. Je dis toujours que les années de tétra, c'est comme pour les chiens, ça vaut 7 ans. Alors, j'ai un sacré âge là, il faut se gérer. Il faut être très discipliné. Mais enfin, vous connaissez l'histoire. Hein. Mais c'est l'étape de ma vie aujourd'hui, trouver une discipline. Ouais. Par exemple, vous, c'est quoi au quotidien? Et le quotidien change tous les jours. Oui. Ça dépend de la nuit. Cette nuit était mauvaise parce qu'on était à Marrakech pour écouter de la musique et il y avait des nuages, ben je dors pas. Et puis s'il fait beau comme ça, demain, vous allez me voir, je vais marcher demain. Demain, je marche. Aujourd'hui, ça vous donne une responsabilité énorme, parce qu'on vous écoute. Vous savez, les gens lisent vos livres, hein, vous avez la même responsabilité. Eh oui. Je sais pas si... Oui, je sais, oui, je dis ça. Bien sûr que vous avez raison. J'ai toujours envie de blaguer sur tout, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas blaguer, bien sûr. Et Je reçois une centaine de mails par jour, vous vivez ça comment? avec responsabilité. Ouais. Hein, comme vous dites, responsabilité, on est bien obligé. Donc on passe 4 à 5 heures par jour à répondre à tous les courriers qu'on a. C'est magnifique. Non, c'est pas magnifique, il y a des cas de détresse épouvantables. Et on ne sait pas quoi dire. Ouais. Donc on fait le mariole, mais il y a des moments où avec mon assistante, on est obligé de prendre 5 minutes pour respirer. Ouais. Je sais pas quoi dire. Il y a des lettres qu'on laisse pour 2-3 jours quand même. Des lettres qu'on laisse refroidir 2-3 jours. Et puis il y a beaucoup de colère qui s'exprime dans tout ça. Enfin, vous connaissez tout ça, mais... Oui, c'est assez surprenant. Je ne m'attendais pas à cette réaction gigantesque. Pour ma part, j'ai de la peine à gérer cette souffrance qui vient des autres et qui semble se surajouter à la mienne. Et comment rester à l'écoute de l'autre sans perdre pied. Oui. Je crois que la première chose, vous qui êtes un philosophe, la première chose, c'est de mettre des mots sur les difficultés qu'on a. Oui, c'est ce que vous faites. Moi, j'ai mis du temps, j'ai été long à comprendre ça. Et je dis aux gens qui m'écrivent, ben, c'est bien d'avoir écrit et continuer à écrire. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens non handicapés qui m'écrivent. C'est le pire, c'est ceux-là. Les handicapés, on sait pourquoi ils ne sont pas bien, ils le savent eux-mêmes. On connaît notre histoire. Mais les non-handicapés, en apparence, tout va bien. Et des désespoirs épouvantables. Ils m'écrivent comme si j'étais à leur image. C'est pas vrai. Je suis pas dépressif. Les dépressifs, c'est terrible. Enfin, les malheureux, j'appelle ça comme vous voulez. Mais c'est magnifique que le film a permis ça. Que des gens qui vont pas bien dans leur vie ont quelqu'un pour les écouter. Non, mais je ne suis pas la solution. Ce que j'essaie de leur dire, c'est que le quelqu'un, il est près de chez eux. C'est ça le truc. Ce film, ce qui fait plaisir aux gens, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'il y a quelqu'un à côté des deux, qui n'est probablement pas bien percuté, qui pouvait les aider. Et dans l'autre sens aussi. Donc je leur dis, cherchez auprès de vous.
Près de vous, il doit y avoir quelqu'un. C'est ce qui m'a étonné dans votre livre. Vous venez d'un milieu un peu aisé et vous avez une fibre pour l'autre. Ça m'a touché, ça. Mon père était comme ça. C'est notre côté américain, vous savez. Les privilèges, on n'aime pas beaucoup cette notion de privilège. On est bien conscient de la chose. Et beaucoup de gens m'écrivent en disant oh, c'est facile hein, d'être tétra quand on a une Maserati. J'ai pas de Maserati, hein, mais enfin. C'est vrai? Merde alors. Merde, non. Oui, et vous répondez comment? Je dis vous avez raison. Ça aide, mais c'est pas à condition suffisante. Ouais. C'est important. Bien sûr que ça aide. Mais il faut un petit peu plus. J'en connais beaucoup qui avaient des Maserati en fauteuil et qui se sont flingués. Oui. Ça suffit pas. Oui. Mais ça aide. Énormément. La confiance, j'ai jamais eu. On m'a appris à lutter, à combattre l'adversaire, à avoir de la rigueur, mais jamais à avoir un tout petit peu de confiance et juste apprécier le paysage en cours de chemin. Moi, j'avais le regard braqué sur la destination. Aujourd'hui, j'essaie de voir le paysage. Mais oui, vous avez raison. On est très tendu sur son état. On n'est pas tendu sur les autres. J'aime bien faire confiance à des gens. Surtout à un Abdel ou à mon épouse ou à mes enfants. J'ai une confiance totale. Et ça fait du bien de pouvoir s'appuyer. Si on était tout seul, ça serait dur. Oui. Quand vous avez perdu quelqu'un qui était infiniment cher, comment on fait confiance à la vie après ça? Je parle que dans mon cas. Oui. Quand j'ai perdu mon épouse, j'avais mes enfants. Oui. Donc il a bien fallu faire le deuil et basculer cette confiance sur les enfants. Mais faire confiance à la vie. À la vie, qu'est-ce que c'est que la vie? Oui. Faite pour s'arrêter. Oui. Le plus tard possible, si on peut. Le plus tard possible. Oui. Je ne crois pas à cette notion très marocaine ou musulmane du destin et Inch'Allah, il faut laisser faire. Oui. Je suis très en rébellion contre cette notion de destin. C'est la résignation. Oui, et je suis en résistance, pas en résignation. Oui. Voilà, c'est le terme. C'est de la résistance, notre truc. Résister à quoi? Résistance à la dégradation, oui. Au cours naturel, les choses qui voudraient qu'on ne soit plus là. Donc je m'accroche à l'instant. Je ne laisse pas glisser. J'aimerais dire que j'enfonce les ongles. Ouais. T'es rouge là ou pas? Non, pas rouge. rouge, non. D'accord. Non, ça va. Impeccable. Après, il faudra qu'on aille à Essaouira, on a des courses à faire. Oui. Il faut qu'on passe à la banque. Ouais.
suis devenu un homme doux. Parce que je n'étais pas forcément avant. C'est quoi qui a rendu doux? Le besoin de l'autre. Oui. Si tu as besoin de l'autre, il faut mieux être doux. Mais ça pourrait rendre amer. Non, mais je ne serais pas là pour t'en parler alors. Donc, un truc peut rendre doux et amer, suivant la personnalité du gaillard. Parce que l'épreuve, ça peut rendre amer à fond. Oui, mais tu ne survis pas 20 ans amer. Ah, il y a des... J'en connais pas beaucoup hein, dans mon état. Qui soit en colère, qui soit encore vivant. Je ne crois pas que ça soit facile. Ça vieillit très vite, la colère. Oui, ouais. Comme ça. Ouais. Il y a un sens de la souffrance. Il y a un quoi? Un sens à la souffrance. Aucun sens à la Ouais. souffrance. Je suis Une d'accord. absurdité totale. Ils nous bassinent avec leur... Oui. Ouais. Il n'y a pas de sens. Il n'y a aucun sens. Il Ouais. faut juste faire avec et essayer de la canaliser, lui donner un sens presque physique. Oui. Essayer Mais de il y a- l'orienter. Mais ça n'a aucun sens. Aucun non, sens. non. Je trouve que c'est de la maltraitance de parler du sens à la souffrance. Ouais, C'est un discours stupide. maltraitant. Mais c'est une belle expression. On m'a nourri avec ça, il faut donner sens à la souffrance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que la vie n'est pas un problème. Voilà. Donc on essaie de lui donner sens, on considère la vie comme un problème. Il n'y a pas de problème. C'est fou. Ma petite fille qui a 15 mois, je la prends dans les bras, il y a une confiance absolue. On dirait qu'on a tout en nous et que la vie nous esquinte et qu'on perd cette confiance, cette amabilité et qu'il faut un coup dans la tronche pour se rappeler ça. Et je me demande si j'ai pas retrouvé ça dans le silence de l'hôpital et des années qui ont suivi, où j'ai enfin découvert le silence. Et je crois que dans le silence, en fait, c'est notre condition d'enfance qu'on retrouve. C'est notre condition, l'innocence de notre enfance. Quand tu es allongé dans une espèce de, pas de torpeur, mais un côté atone complet, tout d'un coup, tu retrouves peut-être le silence de la toute petite enfance. Avec quelquefois une voix de la conscience comme ça qui réapparaît, mais parfaitement innocente. Je crois que tu as raison. Je suis redevenu enfant après le silence. C'est pas un silence qui a été lourd. Ça n'a pas été un silence lourd du tout, non. Non, c'était un silence un peu bizarre au début, parce que je n'avais pas l'habitude. Parce qu'on oublie le silence. Toi qui es un méditatif, moi je ne l'étais pas du tout. Moi, je suis pas méditatif, c'est un moyen de sauver ma peau du combat perpétuel, mais je pratique 1 heure de méditation par jour. C'est monter sur une bouée pendant 1 heure peinard, et après je replonge et je fais un 100 mètres brasse. Donc je suis pas du tout méditatif à la base. Moi, si je pouvais courir, je m'en foutrais de la méditation. C'est ça qui m'a converti à l'essentiel, en quelque sorte. C'est vrai que j'ai pris conscience de la mort après l'accident. Et pourtant, mon épouse était malade depuis longtemps, tu vois. Donc, il y a un aveuglement, même quand l'être qui t'est le plus cher, tu sais qu'elle arrive au bout, tu te refuses à cette évidence. Ça m'a mis du temps à accepter que j'étais mortel, finalement. Et je crois que le jour où le valide prend conscience de cette finitude, il réoriente complètement j'allais dire son plan de vie.
on met les priorités différemment. Et je pense que le monde, s'il était conscient de sa finitude, n'aurait pas cette folie dans ses appétits, dans ses exubérances, dans ses excès, dans cette boulimie. Donc c'est vrai que toi qui es conscient constamment de la fragilité, de la finitude, et moi qui l'ai découvert un peu tardivement, on a certainement une organisation de notre manière de vivre, de penser, qui tient compte de ça et qui n'est pas forcément le cas des gens qui respirent normalement. Ça peut donner lieu à une voracité. Vu que je vais crever, je bouffe à tous les râteliers, à tous les plats. Ouais. Ça, c'est vrai. J'aime bien Sénèque, il a une expression que j'aime bien, il dit qu'on a l'oisiveté malheureuse. C'est-à-dire, dès qu'il n'y a rien à faire, on s'emmerde. Et je trouve que apprendre l'oisiveté dans notre société, c'est vraiment utile. Apprendre l'inutile, justement. Sans objectif. Oui. Pas d'objectif. Il y a un proverbe arabe que j'aime bien, et qui dit « on repart aussi nu qu'on est arrivé oui. ». Et si on ne perd pas ça de vue, finalement, cette voracité agressive comme ça de notre société est un non-sens, une fois qu'on a compris ça. Gaffe, c'est pas... Voilà. Faut toujours faire un mouvement pour pas couler. Hier, Philippe, il parlait de sécurité et je me sens pas en sécurité quand je suis seul. Peut-être parce qu'à l'Institut, on était toujours ensemble avec les autres personnes handicapées. C'est ça qui était génial, en un sens. Ça va, madame? Vous allez bien? Ah oui, la baisse, ça va aujourd'hui? La baisse, ça veut dire, est-ce que ça va? Je la connais depuis longtemps, celle-là. Comment sont considérées les personnes handicapées ici? C'est une bonne question. En général, ils restent dans les maisons. Ils sortent pas. Ils sortent pas. Ils sont souvent très mal équipés. Très souvent, ils ne survivent pas. Ah bon? Oui, il n'y a pas de soins. D'abord, on n'arrive pas à les rattraper au niveau de l'accident. Il n'y a pas les services d'urgence comme on a chez nous. Et si jamais ils survivent par miracle, après les soins sont terribles. Il n'y a rien. Aucune prise en charge. Si tu vas aller à l'hôpital, il faut payer un lit, il faut payer les draps, il faut payer l'infirmière, il faut payer les médicaments. Il faut tout payer. Il n'y a pas moyen. Donc il y a une misère terrible. Mais si jamais tu arrives à survivre, que tu es dans la rue parce que tu y arrives, alors les gens sont très gentils. Et quand tu vois les corps des jeunes hommes, t'as une nostalgie ou pas? Pas du tout. Parce que moi, des fois, je me dirais, j'aimerais bien être... Je l'ai lu dans tes livres. Oui. Et comment tu vis comment tu vis ça?
Je comprends que tu sois... Je comprends tes réflexions dans tes livres, mais je ne les ressens pas moi personnellement. Parce que d'abord, j'ai 61 ans, jeune homme. Toi, tu as 35 ans, tu es un gamin, mais moi, j'ai 61 ans. Et donc, c'est quand même passé au second plan. Non, ce qui me manque beaucoup, c'est de ne pas pouvoir prendre ma femme dans mes bras. Ouais. Ça, je comprends. Ça, c'est terrible. Mais bon, la jeunesse et le côté sportif, disons que j'ai eu ma dose. Et bon, je comprends que toi, ça soit plus prégnant. C'est magnifique, C'est beau là. ça. Hein. Il y a un acharnement à vouloir nous guérir qui est des fois inquiétant. Bah, guérir, il faut pas, mais soulager, oui. Soulager, oui. Soulager. Justement, à force de s'acharner à vouloir guérir, on ne soulage pas. Je reçois sans arrêt, et encore ce matin, j'ai reçu une proposition d'un professeur Tournesol X. Je crois que celui-là était suisse d'ailleurs ce matin, qui avait expérimenté de nouvelles choses pour les tétraplégiques, les paraplégiques, et il me proposait d'essayer. Ça ne m'intéresse pas. Non, moi non plus. Je perdrais à quelque chose d'essentiel si on me changeait physiquement. Améliorer, soulager, d'accord, mais nous changer totalement, c'est brutal et c'est contre la vie. Et c'est quoi les plaisirs qui te ressourcent? Ah, c'est un curieux terme, les plaisirs. Ouais, Un curieux terme, oui. Je ne oui, sais pas si c'est le terme. Qu'est-ce qui me ressource en Ouais. dehors des plaisirs? ouais. Ouais. Et en dehors de simplement partager un repas avec mes enfants et mon épouse, ce que je préfère, tu vois, c'est ça. Faire la lecture à ma fille le soir, avant qu'elle se couche. Lire, tout simplement. La lecture. Grand plaisir à la lecture. Et la musique, bien sûr. Mais la lecture, c'est vraiment ce qu'il y a de plus enrichissant pour moi. Est-ce que c'est un plaisir? Je ne sais pas. C'est enrichissant. Et toi? Moi, j'aime bien rigoler avec mes amis. Ah oui. Mais oui, ça, le côté déconneur, j'ai un peu oublié. C'est l'âge ou... Oui, je crois. L'âge ou l'inconfort, peut-être. Ouais, oui. Peut-être. Et ton mental, il s'agite? Le mental? Ouais. Oui, il se mobilise beaucoup. Oui. Ouais. Pas de s'agiter, mais il se mobilise. Oui. Il faut compenser. Hein. Ah oui, mais tu sais bien qu'il faut compenser. On compense avec notre tête nos insuffisances. Ouais. Et avec les des autres, bien sûr. Ouais. Parce qu'il y a une raison. Si on n'avait pas une raison, on ne se mobiliserait pas. Mais heureusement, on a cette chance. C'est quoi ta raison de vivre? Ben, c'est les autres, c'est notre petite famille et puis le cercle élargi. Ouais. Ouais, ben ça, on est d'accord là-dessus. Ouais. Il n'y a rien de pire que la solitude parce que tu te démobilises. Tellement évident. C'est la maladie de notre société. Je constate que pour moi, je n'avais pas bien saisi le sens de la vie. Quand j'étais dans la normalité, que ça m'est tombé dessus un peu brutalement et que je trouvais qu'il y avait des choses riches. Et que finalement, si on devait faire quelque chose de notre vie, d'invalide, enfin je parle pour moi, c'était d'essayer de faire passer ça à la normalité. Ouais. Nos proches et pourquoi pas plus largement. Et leur éviter le détour comme ça par l'inconfort ou la souffrance ou la douleur, tu dis.
C'est tellement stupide de rater les choses parce qu'il n'y a rien qui nous arrête. Et c'est en même temps tellement stupide d'être obligé d'être arrêté pour trouver les choses, tu comprends? C'est exaspérant. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe, mais c'est surtout une aberration. Comme quoi l'humain, on est fondamentalement très con. Soyons clairs.